Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un numéro du JT Pop. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une période que les jeunes ont sûrement oubliée, que certains en parlent avec nostalgique sur les réseaux sociaux. Je vais vous parler de ce qu'on a appelé les sous-Tarantino, le néo-noir, les Tarantinades, ou moi comme j'appelle, la Tarantino Exploitation. Je vous explique. Dans les années 80, début des années 90, un film indépendant fait un énorme succès. Sexe, mensonge et vidéo. Il récolte la Palme d'Or et des nominations aux Oscars, ce qui n'était pratiquement jamais arrivé. Et en plus, il récolte beaucoup d'argent, ce qui est pour Hollywood le plus intéressant. Donc tous les studios indépendants et surtout Miramax cherche le petit génie qui pourra, j'allais dire, réinventer certains codes. Ce type-là va arriver en 92 avec un film nommé Reservoir Dogs, j'ai failli oublier, et succès critique, devient culte, mais peu d'entrées, peu d'argent récolté. Par contre, son deuxième, Pulp Fiction, va être un immense succès et va changer les codes. Et à partir de ce moment-là, tout le monde va vouloir son petit polar avec des dialogues bien ciselés et des scènes de violence choc. Et là, je vous raconte tout ça à travers 3 films après le générique. C'est parti. Donc en revoyant ce film-là cette semaine, je me suis dit, mais tiens, il y a un sujet qui m'intéresse, puisque je vous avoue qu'à l'époque, j'ai dû pratiquement voir tout ce qui était de proche ou de loin un sous Tarantino, hein, et que ce soit de pays différents. Je me suis dit, tiens, ça serait rigolo, ça serait vraiment rigolo. Tiens, je l'ai mis à l'envers, c'est bien ça. Je commence bien l'émission. Ça serait rigolo d'en parler, d'en discuter et de vous dire ce que ça a devenu et si c'était aussi bien que ce que l'on croyait. Donc, Tarantino est arrivé avec Reservoir Dogs. Il n'a pas vraiment connu un succès énorme, mais Miramax, en lisant le scénario de Pulp Fiction, lui a donné les coups des franches, pardon, pour, pour réaliser son film. Avec donc 8 millions de dollars, à l'époque, c'était quand même un vraiment petit budget quand même, et ça a explosé. Mais entre-temps, après Reservoir Dogs, des scénarios qu'il avait écrits ont commencé à sortir juste avant Pulp Fiction. Ce qui est rigolo, c'est que avant Pulp Fiction, on a le droit d'avoir un an avant True Romance de Tony Scott, écrit par Tarantino, mais réécrit par Roger Avary, qui est qui était son pote de vidéoclub, Roger Avary. Et tout un segment de Pulp Fiction est écrit par lui. Roger Avary a aussi des velléités de mise en scène, des velléités de réalisation et décide de se mettre lui aussi à réaliser son propre polar, à faire son propre film de casse. Alors je pense que c'est le fait que
Reservoir Dogs a eu un aura autour du casse que beaucoup de films sur un casse se sont faits. Donc, Roger Avary, c'est le réalisateur de Killing Zoe, donc là je vous le montre à l'envers. De toute façon, j'ai fait que ça. Killing Zoe, c'est un polar qui se déroule en France. Un américain dont on ne sait pas grand chose, qui s'appelle Z. Ce prénom se retrouvera dans Pulp Fiction. Ce type vient faire un séjour en plein été à Paris pour cambrioler une banque avec un ami qu'il n'a pas revu depuis 11 ans. Pitch assez simple, mais ce qui est intéressant, c'est le traitement. Le traitement est assez différent du Tarantino, puisque là, on est beaucoup plus dans un film, je dirais, basé sur la drogue, puisque avant de faire de faire le casse, ils font la fête avant. Ce qui est là la véritable originalité du film. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une préparation minutieuse d'un casse avec les gens qui vont dans la banque et qui regardent où sont les caméras, où sont placés les gardes. Non, non, c'est pas du tout ça. Le type arrive, Z, joué par Eric Stoltz, et va être aspiré dans un, j'allais dire, dans un week-end où il pourra peu agir. C'est-à-dire que tout ce qu'il va faire ne sera pas, disons, complètement voulu. Je m'exprime mal, mais c'est-à-dire que il va être influencé par son pote, joué par l'admirable Joan Ganglade, et il se retrouvera dans un maelstrom. Alors c'est une vraie série B. Le film fait 1h35. Ça commence, le type arrive à Paris, il se retrouve dans un taxi, il discute avec. On voit que Roger Avary, c'est pas les dialogues qui l'intéressent plus que ça. Ça va ça va très il va pas faire énormément de citations. Par contre, les citations seront à l'image, à la différence de peut-être Tarantino, mais par rapport au choix des décors, par rapport au choix des affiches qu'il y aura dans certains appartements. Voilà. Donc le Roger Avary de suite prend une histoire, disons, similaire à Reservoir Dogs, mais en fait complètement une chose différente. Ce qui l'intéresse, c'est la folie que peut engendrer la drogue. C'est aussi une sorte d'hystérie complète masculine que peut avoir certaines gangs. On est dans un film en deux temps. La première partie, ça va être la fête. Et la deuxième partie, ça sera le casse. Avec ses excès de violence. Roger Avary aussi amène de la sexualité dans le film, ce qui n'est pas le cas au début des premiers films de Tarantino, car Reservoir Dogs, pardon, il n'y a pas de femme. Donc voilà, on est dans quelque chose qui se veut dans la lignée de Tarantino. C'est produit par Tarantino. C'est même produit par son producteur de Reservoir Dogs et qui va devenir son producteur sur plusieurs de ses films, Lawrence Bender. Mais ça n'a pas du tout la même couleur, ça n'a pas du tout le même goût. Et ça reste du coup un film très intéressant pour ça, parce que c'est vendu comme un sous Tarantino, mais ça n'a absolument rien à voir. Le film est tourné en France, il est produit aussi avec de l'argent français, Samuel Hadida a mis de l'argent, et le film a peut-être même un côté, j'allais dire, autorisant français. La première partie, avec des angles complètement destroy, parce que vu sous la drogue, donne ce sentiment-là. Et puis aussi par rapport à son casting, Julie Delpy, Jean-Hugues Anglade,
Voilà. Il y a, comme je vous dis, il y a énormément de références. C'est ce qu'a été la force de Tarantino, c'est de nous faire avaler ses références à travers ses films, même si peut-être au début il voulait pas qu'on on le sache autant, mais bon, c'est pas grave. Et Roger Avary a d'autres références que Tarantino. Il a l'expressionnisme allemand, il a la peinture, euh, et tout ça est cité d'une manière euh, trop référentielle peut-être. Mais voilà, ce film possède un charme assez fou. Je l'ai revu il y a peu et le film va à une vitesse folle. On ne s'ennuie pas. Les interprètes sont peut-être en roue libre, mais ça donne aussi ce plaisir-là. Donc, Killing Zoe est sorti fin août si je me souviens bien ou fin septembre, je ne me rappelle plus, juste avant que ne sorte Pulp Fiction. Et je crois qu'avant sortait Tuerney d'Oliver Stone. Et on peut dire que c'est le premier jalon de ce que j'appelle donc de ce que j'appelais les sous Tarantino, les sous la Tarantino exploitation, c'est-à-dire voilà, on va faire du polar, on va mettre des dialogues, donc ça va donner aux États-Unis des réalisateurs vont immerger, vont essayer de faire un peu la même chose, souvent en prenant Tarantino dans un second rôle comme Robert Rodriguez avec les Desperados, mais ça va aussi donner des films un peu plus classiques comme Usual Suspect et donc les États-Unis ont compris qu'il y avait un filon, vont s'en servir et puis petit à petit Tarantino ne va plus faire de films euh, comment dire de gangsters, il va plus faire de films sur notre époque, il va vouloir faire un film historique et ça va un peu arrêter cette folie des sous Tarantino. Parce que beaucoup de films sortaient en direct vidéo et avec cette veine-là. Quand avec Rodriguez ils ont fait Greenhouse, M6 a sorti en Blu-ray et en DVD une collection Greenhouse de films merdiques. Je le dis parce que j'en ai vu avec écrit en gros Greenhouse pour faire croire que on était dans la lignée de Tarantino, mais bon voilà. Ensuite, Tarantino a changé, il a voulu faire de l'histoire, il a changé, et je pense que les studios là se sont dit oula, c'est un peu compliqué, c'est un peu dangereux, on va pas le faire. Il y a autre chose qui est arrivé, c'est que euh, il a apporté, j'allais dire, un style, c'est-à-dire que, je rappelle, les dialogues, et puis le fait que peut-être le sang n'est plus vraiment de la violence, mais plutôt une couleur, comme le faisaient les Asiatiques. Et donc il y a eu toute une vague néo-polar avec aussi des Asiatiques qui ont réalisé des films à cette époque-là. Et puis il y a eu le cinéma coréen qui a émergé, et je pense que c'est aussi le cinéma coréen qui a euh, mis des nouveaux jalons dans le polar, qui a fait que la Tarantino exploitation a été s'est désengragé, disons. Voilà. Mais en France, nous avons eu aussi des gens qui ont voulu faire du sous Tarantino. Alors j'ai retrouvé ça dans ma collection de DVD, j'en suis pas fier, mais voilà. Donc là, vous voyez pas grand-chose. Ça s'appelle Le ciel est à nous, je vais vous le mettre de l'autre côté. Le ciel est à nous de Graham Guit, qui a fait deux trois films et puis après on l'a plus jamais entendu parler, ce qui peut être pas une mauvaise chose en termes cinématographiques. Voilà, donc voilà, le film est complètement inspiré de cette vague que j'appellerais Tarantino Exploitation. Le ciel est à nous, c'est une sorte de Bonnie and Clyde de Jones qui essaye de retrouver une mallette de drogue avec plein de second rôles. Alors comme Graham Guit n'est pas le plus grand réalisateur du monde, loin s'en faut, il y a juste l'humour
à la Tarantino, peut-être des références à un certain cinéma. Euh, Il y a je dirais une pléthore de second rôles avec des têtes patibulaires qui donnent le côté amusant du film, mais le film est loin d'égaler un Tarantino. Je pense que cela vient d'un scénario qui ne se tient pas, que Méville Poupeau n'a pas le charisme d'un Harvey Keitel, que Roman Boringer joue bien mais elle a un rôle de cruche. Donc tout ça fait que les personnages principaux ne sont pas très sympathiques, très difficulté à s'identifier à eux. Par contre les seconds rôles sont tous incroyables. On a oublié des acteurs comme Jean-Philippe Écoffé qui dedans joue un rôle de gangster assez inquiétant avec alors il a bouffé tout le bon texte, hein. Alors je sais pas si c'est pas lui qui les a pas réécrits parce que l'écriture de Graham Guit est quand même assez limitée, mais les dialogues de Jean-Philippe Écoffé sont assez bons et dès qu'il est à l'écran il se passe quelque chose et ça vient pas de la mise en scène, là ça vient vraiment de l'acteur. Et puis comme le réalisateur pardon, et quelqu'un qui, à mon avis, cherchait à faire un film culte ou à faire un film qui soit reconnu pour en faire un deuxième, euh, il engage carrément un mec qui est le sosie de Jean Youngblood. Donc le film est sorti alors je regarde les dates. Le film est sorti en 96. Donc Pulp Fiction est de 94 et donc Killing Zoe aussi. Et donc ça a eu un petit retentissement. Il faut dire aussi que c'est des films. Bon, Pulp Fiction a énormément marché, mais Killing Zoe pas du tout. Il y a eu très peu de monde. Par contre, en vidéo, c'était des films qui cartonnaient. Donc le Graham Gutt qui s'est dit oh je vais être malin et qui ne l'est pas, s'est dit tiens je vais prendre un acteur qui est le sosie de Jean-Luc Gangland. Et il va jouer comme Jean-Luc Gangland jouait dans Click Zoé. Ce qui donne quelque chose de un truc complètement surréaliste. Alors j'ai cherché, je crois que l'acteur c'est Patrick Lizana. Je suis pas entièrement sûr de ça. Alors il a les cheveux longs comme Killing Zoe. Il est un peu plus rond. Mais alors il a les mêmes mimiques d'acteur. Ça fait bizarre, ça fait bizarre. On sent que là, on est sur quelqu'un qui essaye de, d'attraper la queue de la comète pour pouvoir s'accrocher dessus. Mais il y a quand même, donc je vous ai dit, Jean-Philippe Écoffé qui fait un tueur macro assez intéressant. Et puis il y a des seconds rôles comme François Leventhal ou Isaac Chary qui arrivent à donner de la consistance à ces personnages. Donc, la Tarantino Exploitation en France n'a pas été vraiment la folie. Il y a eu celui-là, et puis après Graham Gutt a fait Les Kidnappeurs qui s'est vautré en salle et qui a pas fait donc pas fait une entrée, et après je crois qu'on l'a un peu oublié. Mais il faut dire que à cette époque-là, il y a Tarantino fonctionne en salle, mais il y a une nouvelle génération de réalisateurs qui veulent faire du cinéma, comme Jacques Audiard, Christophe Gans, Nicolas Boukrieff, Gaspard Noé. Donc il y en a plein d'autres. Et qui apportent aussi du sang neuf et un ton différent au cinéma français. On pourrait dire même qu'on a même un Tarantino français, même s'il n'a pas fait des films comme Reservoir Dogs ou Pulp Fiction. On a un vrai cinéphile qui, de film en film, crache, vomit sa cinéphilie. C'est Christophe Gans qui va nous pondre des Crying Freeman, qui est un hommage à John Woo. Il va faire Le Pacte des loups, qui est un hommage au cinéma populaire français des années 60 comme Angélique ou des films d'Henri Hunebelle, en même temps en passant par Terence Fisher et La Hammer. Donc voilà,
Mais il n'y a pas vraiment eu Tarantino exploitation. Par contre, il y a un pays où là ça va exploser et c'est dû à un réalisateur et à deux films, un qui s'appelle Arnaque, Crime et Botanique et l'autre c'est Snatch. Donc Snatch de Guy Ritchie. Alors c'est le deuxième film de Guy Ritchie. Dans ce film-là, il arrive à avoir des acteurs américains comme Brad Pitt et Denis Farina, qui n'est pas rien, mais il avait commencé par un film qui s'appelait, donc comme je vous ai dit, un crime et botanique, et qui reprenait grosso modo les tics, on va dire, les tics de Tarantino, c'est-à-dire faire du bon dialogue, mettre de la musique cool, euh, un peu de violence, euh, voilà. Alors, c'est pas fameux, hein. J'ai revu un crime botanique, c'est un film d'une laideur esthétique, mais impressionnant. Mais ça a été un carton. Les jeunes anglais se sont retrouvés là-dedans, et du coup, il a signé Snatch. C'est sa, on va dire, sa porte d'entrée à Hollywood. Bon, il mettra un peu plus de temps qu'il veut pour rentrer à Hollywood, parce que je vais pas vous parler de son mariage avec Madonna, parce qu'on s'en fout, mais il mettra un peu plus de temps, mais celui-là quand même aura un grand retentissement et va mettre en avant des acteurs comme Jason Statham ou Vinnie Jones. Et donc Snatch va avoir énormément de succès en Angleterre. Alors on va dire que Guy Ritchie, c'est un type qui a bouffé du Tarantino, qui a bouffé du cinéma anglais des années 70, comme Get Carter ou des trucs comme ça, et qui a aussi un peu pris de Danny Boyle pour le côté présentation de personnages fun, et, voilà. Donc, moi je suis pas un fan de Guy Ritchie, j'ai pas vu Snatch depuis des années. Je suis incapable de vous raconter l'histoire, je vais vous être honnête avec vous. Je me rappelle qu'il y a des tas et des tas de personnages, qu'à la fin c'est une sorte d'arnaque géante, et que tous les acteurs ont à peu près à un moment donné un petit numéro d'acteurs. Il y a quelques éclairs de violence, mais ça reste gentil. Et surtout, ça, je pense que ça aussi, ça a compté dans son succès, c'est-à-dire que c'est un vecteur de bande originale incroyable, puisqu'à cette époque-là, il peut prendre la musique des Massive Attack, de Tricky, en fait, beaucoup, il va beaucoup piller dans ce que j'appellerais le trip-hop, et son film, voilà, son film, visuellement, alors là, on peut dire que même les tonalités de directeur photo font penser forcément à des films des années 70, que ce soit anglais ou américain. Le film, voilà, j'en ai un souvenir très lointain, comme je vous dis. Je me rappelle que en salle, ça n'avait pas été non plus la folie en salle, mais par contre en DVD, nous en vidéoclub, ça marchait énormément. Donc, la différence peut-être avec Tarantino, c'est que Guy Ritchie a un sens du business, est assez, à mon avis, cynique, et que ce qu'il avait envie, c'est de faire du blockbuster. Il en fera avec plus ou moins de talent, que ce soit les Sherlock ou des agents très spéciaux, ou alors le calamiteux Roi Arthur. Mais il va mettre un pied à Hollywood et maintenant il fait partie des petits, j'allais dire des petits loustiques qui ont la chance de temps en temps d'être appelés par un gros studio pour pouvoir faire un blockbuster. Par contre, ça a lancé, comme je vous ai dit, Vinnie Jones, qui a fait, alors lui, il a fait des tas et des tas de films comme ça, alors ça, au début, ça avait de l'argent, et puis petit à petit, c'est allé de plus en plus dans le Z, parce que je pense que c'est Vinnie Jones, ancien joueur de foot, et qui, à mon avis, était un peu ingérable, euh, n'a pas n'a pas de grande carrière, et c'est sûrement, il s'en fout. Voilà. Par contre, Jason Statham, lui, c'est devenu, alors lui, on peut dire une action star.
Je sais pas si c'est une star tout court. En tout cas, un film d'action, il peut faire autant les Fast and Furious que revoir Guy Ritchie pour faire un film comme Un homme en colère que je n'ai pas vu. Voilà, voilà, c'est quelqu'un, Guy Ritchie, qui a compris à un moment donné le système, qui s'en est servi et qui a pu faire des films comme ça, qui sont peut-être sympathiques à regarder en buvant de la bière, mais ça, c'est ce qu'on cherche au cinéma, j'en suis pas sûr. Je vous le répète, j'ai été très enthousiasme de cette époque, de ces petits polars. J'en ai vu des Kyriel, j'ai vu des films qui étaient euh, peut-être même qui n'auraient pas mérité une sortie en salle, mais voilà, il y avait une aura, il y avait Harvey Keitel parce que il avait joué dans chez Tarantino, donc voilà. J'en ai vu des Kyriel, je me suis passionné par ce genre-là pour un certain moment. Et puis, ben, je suis toujours revenu à l'original, c'est-à-dire Tarantino. Un jour, peut-être, je ferai une émission en live autour de lui, mais je pense que personne, je dis bien personne, n'a dépassé le maître. Et sur cette conclusion qui me semble très bonne, parce que je suis très prétentieux, je finis avec le générique et je vous dis à bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures. Merci.